Cette semaine, en jeu, le pas de géants de déficients intellectuels qui réussissent à se faire une place parmi nous. Parce que nos stagiaires, ils ont prouvé qu'ils sont capables de vivre comme nous autres, de vivre des expériences, d'être en résidence, d'avoir un emploi. Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue en jeu. Cette simple image derrière moi a une très grande signification. En montrant chaque semaine dans la présentation d'enjeu la souriante Marie-Michel, qui est trisomique, nous reflétons l'évolution de notre société à l'égard des déficients intellectuels. Autrefois, on les cachait, ou pire, on les enfermait dans des institutions. Aujourd'hui, on reconnaît aux déficients intellectuels le droit au bonheur, ce qui inclut le droit au travail. Notre société ne doit-elle pas être jugée sur la façon dont elle traite ces éléments les plus démunis? Cette semaine, mes collègues Michel Vincent et Jean-Claude Lefloc nous présentent la belle histoire d'Hélène et d'autres déficients intellectuels qui réussissent à s'épanouir malgré des préjugés souvent tenaces. Ma chère Hélène, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Hélène, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Donc, te connaître est un grand plaisir. Et il est certain que l'on n'aime pas te voir partir. T'es populaire, j'aimerais ça. Hey, t'as eu un beau cadeau! Des beaux cadeaux! Des cadeaux! Contente de On s'en souvient jamais. Hein? On va se revoir. Quand elle est née, c'était une petite fille comme les autres. Elle était toute petite, mais elle était toute là. Puis on était bien contents. On avait un garçon puis une fille. C'était le fun. Elle a fait des infections de gorge. Elle a été beaucoup malade. Elle avait 8 mois. Elle a fait une encéphalite. C'était plus le même petit bébé, tu sais. Et après, elle ne se tenait plus debout, ne se tenait plus assis. On lui donnait des croutons, on les avalait. Je lui faisais boire de l'eau dans un verre, elle cassait le verre avec ses dents. Je lui ai téléphoné pour avoir des nouvelles, tu sais, parce que les infirmières ne voulaient rien me dire. Le pédiatre m'a dit au téléphone, « Madame, ta fille, c'est une débile mentale. » Fait que c'est clair que je ne me souviens pas du reste du téléphone. Je sais pas combien de temps, c'était le noir, tu sais, c'était vraiment, vraiment là, un tremblement de terre dans ma vie. On n'est jamais préparé à ça. Quand ça te tombe sur la tête, une affaire comme ça, tu peux pas penser à la légère, c'est une bombe. J'ai été comme 3 ans sans pouvoir en parler à personne, là, tu sais. Tout le monde vous pouvait voir, mais moi, je le disais pas, là, tu sais. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas de service. Il n'y avait rien. J'étais dans tous les états, bien sûr. J'allais chez le docteur, puis il me disait, ben, j'étais déprimée, puis j'étais fatiguée, puis j'avais pas de cœur à la vie, puis bon... Puis il me disait, ben si c'est ta fille qui te met comme ça, place-la, puis ça presse, tu sais. Et puis je disais, jamais je m'en séparerai.
quand elle a eu 8 ans. Un jour, mon fils est revenu de l'école avec une photo. Lui, il avait 9 ans, à peu près. Et puis, il avait l'air tellement malheureux sur la photo. Alors là, j'ai comme réalisé que tout le monde était malheureux dans la maison, pas juste moi, tu sais. Mon mari avait sa façon de fonctionner et lui, il travaillait du matin de 8 h à minuit, au fond, de 8 h du matin jusqu'à minuit le soir. Je travaillais 8 heures à l'usine et 8 heures ailleurs. Il ne restait pas grand temps pour récupérer. Mais je prenais ça comme... en fait, peut-être que ça me libérait d'une certaine responsabilité que je voulais pas prendre. Ça déteignait, ça l'envahissait notre vie, au fond. Et puis, tu sais, la culpabilité, la responsabilité, tu sais, c'est toute ta faute, c'est toute ma faute, tu sais. Au début, c'était beaucoup présent. Puis comme lui, son moyen de survie, ça a été la fuite, bien, c'est clair que moi, je me retrouvais tout seul avec ça. J'ai pataugé tout le temps que j'étais malheureuse. J'essayais de me sortir. Je disais, je suis en train de me noyer. Tu sais, j'avais l'impression de toujours être en train de me noyer. Puis tout le monde que je rencontrais, je trouvais qu'il faisait juste me sortir le nez de l'eau pour que je puisse respirer un petit bout. Puis je recalais. Puis un soir, j'ai dit à mon mari, ben, qu'est-ce que tu dirais si on plaçait Hélène, tu sais? Dans ce temps-là, on parlait de placement. Fait que lui, il a dit, ben, ce serait une bien bonne chose. Fait que on a commencé à regarder des maisons. Fait que je suis sortie de là en disant, jamais j'irai conduire ma fille dans un endroit comme ça. Puis là, mon mari m'a dit, ben, si tu y vas pas, moi, je vais y aller. Ça fait que je me suis dit, bien, aussi bien chercher pour trouver. Fait que là, on est allé à Saint-Jérôme et ils nous ont montré le beau côté de la maison. Ils nous ont montré, par exemple, des chambres avec une petite couverte rose pliée, des toutous sur le lit. Et finalement, on a accepté qu'elle aille là. Elle est restée 10 ans. Peut-on imaginer un instant la douleur de se séparer de notre enfant pendant plusieurs années? C'était pourtant le sort qui, à l'époque, attendait la plupart des familles qui avaient le malheur d'avoir un enfant dont le seul crime était de souffrir de déficience intellectuelle. Il y a 30 ou 40 ans, la majorité des personnes qui avaient une déficience intellectuelle étaient exclues de la société. C'était à l'ère du temps, c'était l'époque des grandes institutions, c'était un moment où on avait... la conception des services par l'État était davantage de protéger à la fois les personnes, puis à la limite, protéger la société de ces personnes-là. Et je pense que dans l'évolution des connaissances, on pensait que c'était la meilleure façon de donner des services. Et avec l'évolution des connaissances, puis l'expérience qu'on a vécue, on s'aperçoit clairement que pour nous, la désinstitutionnalisation, puis pour ces personnes-là, c'est des miracles qu'on voit. Ben, c'est à nouveau. Essaie de le trouver. Lui, il est-tu bon? Lui, ouais. La grande noirceur a fait place à une toute autre réalité où il est possible aujourd'hui pour un déficient d'apprendre comme tout le monde, à lire, à écrire, à compter, à vivre en société, quoi. Combien ça prend de 10 sous pour faire 1 $? 10. Super. Elle a un super. Oui. Oui. Elle est numéro 1. Ah, OK, elle est numéro 1. Oui, elle est numéro 1, d'accord. Pendant qu'elle était en institution, elle n'est pas allée à l'école. Alors, elle n'est pas allée à l'école. Elle n'a pas appris ni à lire, ni à écrire, ni à compter. Est-ce qu'elle aurait appris à lire et à écrire? Je ne le sais pas. Est-ce qu'elle était
capable, je le sais pas. Mais en n'allant pas à l'école, c'est bien clair qu'elle l'a pas appris. On ne le saura jamais, c'est vrai. Par contre, si Hélène était née 20 ans plus tard, elle aurait eu la chance de fréquenter l'école et peut-être même, comme Valérie, d'aller à l'école privée. Moi, je croyais beaucoup à l'intégration. Alors, c'est pour ça qu'on a opté pour l'école privée. Charles, sixième année, Louise. C'est beau, merci Valérie. Elle est un modèle pour les autres élèves. Je vois une jeune fille qui est heureuse. Tu vas aller, maman, l'étoile de papa du soir. Oui, mon étoile du soir. Hein? Valérie, elle est aimée beaucoup, beaucoup, beaucoup par les élèves et énormément respectée. On te regarde faire, ma belle. Est-ce qu'on l'encourage d'être Valérie? On veut toutes être aimées, puis on veut toutes aimer. Et Valérie, c'est peut-être le message qu'elle fait véhiculer à l'intérieur de la classe. Et je dirais partout dans l'école. Blanche comme un ordinateur, là. Ouais. Ce que je voulais, surtout ce que je recherchais, c'était qu'elle adopte des comportements le plus près du normal. Puis ici, ben là, elle a trouvé un milieu où elle peut s'épanouir. Tu sais que j'ai besoin de toi, Valérie? Elle vit avec les petits garçons, les petites filles. Elle voit les comportements qu'ils ont. Donc, ces enfants-là apprennent beaucoup par imitation. Alors, pour moi, là, je trouvais que d'apprendre avec les gens normaux, entre guillemets, c'était pour elle mieux que de l'envoyer dans une école spécialisée où là, ils voyaient tous les comportements qu'elle aurait pu aussi apprendre puis imiter. Les abeilles travaillent toujours, elle ne se reposa jamais, la reine. Bon. Nous avons ici une éducatrice qui s'occupe de Valérie 2h30 par jour. On ne peut pas tout faire seul, alors ça prend de la collaboration. Le mois de mai. Mardi. Qu'est-ce qu'on mange au cafétéria? Alors, mardi. Salade de choux crédité. Tu le tiens, il y avait comme il faut, on le fait. Continue. On approche. OK, tu l'arrêtes. C'est arrivé? Je devais aller. Ah, tu l'as ouvert, bien oui. Ah, bravo, Valérie. L'année prochaine, Valérie va fréquenter une école polyvalente où il y a des classes spéciales pour déficients légers. Moi, je suis satisfaite de ça parce qu'elle va quand même être intégrée avec des adolescents. Elle va voir des adolescents, elle va aller à la même cafétéria, la même bibliothèque. J'espère que ça va bien aller, qu'elle va avoir l'accueil qu'elle mérite. Une année, Valérie, elle voulait me marier. Elle faisait une blague, elle faisait semblant qu'elle avait une fausse bague. Puis là, elle me mettait dans le doigt, elle faisait pareil comme si elle voulait me marier. Puis... Tu vrai, quoi? Oui, c'est vrai, Valérie. L'année passée. Tu blagues. Non. Oui, tu blagues. Elle est gentille avec tout le monde. Elle dira jamais de quelqu'un qu'elle aime pas, tu sais. Valérie, elle me fait réaliser un peu que les personnes comme elle, ben faut pas rire d'eux autres. Qu'est-ce que vous faites quand il y en a qui rit d'elle? Ben, on le regarde Valérie à choc. On le regarde de même, là, puis on va le voir, puis c'est pas correct, là. C'est un être humain comme les autres, pas parce qu'elle est un petit peu différente des autres qu'il faut la maltraiter. C'est un cadeau pour nous que Valérie soit dans notre classe parce que ça nous apprend aussi à vivre avec des personnes différentes parce que partout dans notre vie, on va apprendre à vivre avec des personnes, mettons, qui ont une autre langue, une autre religion, une autre race. C'est sûr qu'elle en parle de l'Institut, on nous raconte encore des choses. Et c'est une période triste dans sa vie. Il n'y en avait pas de service. Il n'y en avait pas d'école. À l'Institut, ils l'ont médicamentée. Elle est revenue, elle avait 18 ans. On l'a responsabilisée. C'était difficile au début
Mais graduellement, c'était moins difficile parce qu'elle savait... Il fallait comme renverser la vapeur. Et elle devait vivre parmi nous, puis avoir sa place, puis, tu sais, faire ses choses à elle. Puis graduellement, c'est venu. Mais on a travaillé très fort. Là, je me souviens pas de toutes les étapes, mais on a travaillé beaucoup. Hélène revient de loin. À 40 ans, même si elle ne sait toujours ni lire ni écrire et éprouve encore de la difficulté à communiquer avec les autres, elle réussit à vivre une vie presque normale et travaille dans cette caisse populaire depuis une dizaine d'années. Ça va, quoi? Mais non, je m'en avais pas, j'arrive, là. Mario, éducateur spécialisé, travaille auprès d'Hélène depuis des années. Il s'assure que tout va bien pour elle. Pour lui, Hélène n'est pas différente des autres et a droit, elle aussi, d'aspirer à autre chose. T'as déjà un sac de fête aujourd'hui, toi? OK, ben tu l'apportes là-bas? Ça faisait quand même 6 mois avec la caisse populaire où ce qu'elle est présentement qu'on disait, bon, il y a des choses qui changent, à plus de difficultés au niveau de son travail, qui est du déchiquetage qu'elle fait, elle avait moins d'entrain. On se basait un petit peu sur notre réalité, de dire, après 12 ans, là, j'ai-tu le goût de changer de job? J'aurais-tu le goût de faire des changements? Ben, oui. Oui, nous reverrons, Hélène, ce n'est que nos revoirs. C'est vrai que c'est beau, les dauphins, hein? Hélène était d'une grande utilité pour nous. Elle déchiquetait les enveloppes. Donc, du travail qu'on n'est pas appelé à donner à sous-traitance. Donc, c'est sûr qu'on va devoir se réorganiser dans ce sens-là. Avant, on disait il y a 42 d'IQ, il y a 32 d'IQ, il y a 72, puis il était catalogué comme à vie. Mais tu sais, s'ils sont pas bombardés culturellement, puis ils sont dans un sous-sol, puis personne ne leur parle, puis ils sont pas en contact avec aucun humain, puis aucun être vivant, mais c'est sûr qu'ils se développent pas. On essaie d'aller plus près d'une réalité qui est la réalité de l'année 2003. Moi, je suis bien content de où c'est rendu puis de comment ça se passe. Parce que nos stagiaires, ils ont prouvé qu'ils sont capables de vivre comme nous autres, de vivre des expériences, d'être en résidence, d'avoir un emploi. Fait qu'on s'en va vers un travail qui va être plus individuel, c'est-à-dire on lui donne de plus en plus de responsabilités dans le sens qu'il est responsable, que chacun fait ses choix. Puis moi, mon profil, c'est de défricher des places de stage, puis d'aider mes stagiaires dans les compagnies, dans les industries, dans les commerces, à performer, puis à donner le mieux qu'ils peuvent dans ce qu'ils sont. Et au départ, quand on est allé cogner aux portes, c'était nouveau. Ils confondaient santé mentale, maladie mentale, c'était tout mélangé, schizophrénie, puis il y avait tous leurs préjugés. Bonjour. On est un peu le lien entre l'employeur et le stagiaire. Fait que tant que le stagiaire a besoin de nous autres, puis que l'employeur a besoin de nous autres, on reste là. Oui, ça m'avait, y avait-tu autre chose que je viens de remonter des piments, comme tu m'as demandé? Non, je pense que ça va aller. Ça va aller? Tu peux continuer ton horaire. Quelqu'un qui est en chaise roulante, hein, on le voit, il est en chaise roulante, on va mettre le mot personne handicapée physique parce qu'il y a un handicap physique. Mais quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, c'est pas marqué dans sa figure. Fait que c'est à son contact qu'on va voir qu'il y a des petites lacunes. Non? Salut, Ben. Salut. Ça va? Ça va bien. Des fois, j'arrive ici, Patricia, elle va bien, elle fonctionne. Les employés vont dire au début, qu'est-ce qu'elle a comme déficience? Elle n'a pas de déficience. Mais avec le temps, ils vont voir des petits accrochages. Ils vont voir des petites choses qui font que, elle est plus lente dans telle affaire. Elle a besoin de tel service que nous autres, on n'a pas besoin. C'est des gens très fiables, très routiniers la plupart du temps, qui n'auront pas tendance à se trouver une excuse pour pas rentrer comme d'autres vont le faire. C'est des gens très fiables. Enfin, ils ont leur qualité. Puis je sais pas pourquoi que les employeurs les engagent pas. Il y a peut-être des préjugés. L'intégration des déficients sur le marché du travail s'est faite lentement, progressivement, au terme de plusieurs expériences. Ici, on se trouve dans une mini-salle de production. Il y a peut-être une vingtaine d'années, on faisait des palettes. On montait une palette en dedans de 30 secondes, elle était faite.
Avant, on croyait à l'intégration dans la salle, mais il y a quelqu'un qui a posé la question, l'intégration, c'est-tu dans la salle ou c'est à l'extérieur, dans la vraie vie? Fait que là, il y a des gens qui ont dit, ben si on sort, là, ils vont se faire profiter d'eux autres, ils vont se faire voler, ils vont se faire violer. Il y avait tous les commentaires. Ça, c'est Mathieu, c'est la présente de Mathieu. C'est mon chum, ça. Lui, là, il travaille bien. Il travaille bien avec moi, puis il lâche pas. Il lâchera pas. Il lâchera pas. Tu dis quelque chose? Quoi? T'es belle. T'es gentille. T'es belle d'humaine. Marie. Toi, tu travailles bien. Marie, à 5-6 fois, là, tu fais ça tout seul. Moi, je fais tout seul. Le gars, il se met à aller, Mathieu. Allez-y. Avec le temps, on s'est rendu compte que le travail en salle, coupé du reste du monde, n'avait rien de très stimulant. On est sorti avec 1, 2 stagiaires, puis les stagiaires revenaient ici, puis ils ne voulaient plus revenir dans la salle. Puis leurs commentaires, ben, c'était ça crie trop, puis c'est tous des fous. C'était comique, hein? Puis c'est eux autres mêmes qui cataloguaient leurs confrères de fous. C'est pour ça qu'on abolit la salle, parce qu'il n'y a plus de modèle. On a un chez Tim Hortons, là, il s'appelle le King, c'est le nom qui se donne, puis il connaît tous les gens qui viennent manger là, puis tout le monde le connaît, puis la relation est super. Mais ce gars-là, il grandit beaucoup. Là-bas, ils ont des vis-à-vis, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas de déficience. C'est ça la nature, en fait. C'est des gens qui vont travailler partout où il y a des jobs routinières, qui ne demandent pas beaucoup d'ajustements, mais qui est toujours la même, c'est-à-dire que c'est toujours la même routine qui revient. On en a qui sont plongeurs dans des restaurants. On en a plusieurs parce que c'est un travail qui leur convient. Souvent aussi, le déjeuner, le dîner est payé, c'est gratuit. Nos gens sont comme moi, ils aiment ça manger. Donc c'est sûr que c'est intéressant pour eux autres. Laveuse. Puis un masque avec les boutons. Puis ils côtoient plein de gens comme les cuisiniers, les serveuses, les boss girls, les boss boys, et aussi la clientèle d'en avant, parce que souvent, ils vont être appelés à aller porter des assiettes en avant, des assiettes pour être retournées. Fait qu'ils sont vus du public. Ça fait depuis 7 automnes que j'ai commencé pour de bon. C'est sûr que quand on travaille aussi bien, probablement, ils nous gardent de plus longtemps. Si on fait ça vraiment mal, ils ne nous regardent pas. La vaisselle, c'est très important pour moi. J'aime vraiment les chaudrons. C'est important pour moi et que j'aime mon expérience. On cherche un nouveau stage pour Hélène. Oui, Hélène a commencé, hier est allée dans un centre de travail adapté pour voir un petit peu faire dans l'emballage, là, à sa charge. Aujourd'hui, c'est la même chose, dans le fond, qu'elle est venue ici. Bon, moi, ce sont les ascenseurs, on commence. Qu'est-ce qu'on fait pour aller en bas? Sous-sol, excellent. Tu vois, Yann, il y a une jambe à faire. T'es-tu stressé le matin? Non. Ce matin, on va faire des étances, on va faire des dossiers, on va faire tout ce qu'il y a à faire un matin, on va essayer un petit peu de tout, OK? Ça, tu mets ça ici. On essaye de ne pas toucher aux mots. Hein, il y a des mots, tu vois. Présentement, on fait des dossiers pour la préadmission. Aujourd'hui, avec Hélène, on va essayer de voir les forces et les faiblesses d'Hélène. Pour, à date, je trouve aucune faiblesse. Hélène travaille très, très bien. Es-tu capable d'ouvrir? Est-ce que tu aimes ça, Hélène? Oui. Oui. C'est différent de la caisse populaire? Oui. Bonjour. Allô? Ils ont besoin d'un accomplissement, là, comme chaque être humain, je pense qu'on a besoin de s'accomplir dans un travail, puis eux, je pense qu'ils se reconnaissent dans un travail, puis ils sont fiers d'appartenir, je pense, au CH ici. Ça va très, très bien. Je pense que ça va me faire plaisir. On a besoin de gens comme elle aussi pour sortir notre production et notre travail. La majorité des déficients qui travaillent vivent de l'aide sociale et ne reçoivent que quelques dollars par jour pour leurs petites dépenses. Il y a cependant des exceptions, comme Patricia.
À chaque année, on l'évalue, là, une fois par année. Puis c'est à ce moment-là qu'on signe une entente d'1 an, un contrat d'1 an. Si ça fait pas, moi, c'est au même titre que tout le monde. Si ça fait pas, je pourrais pas le garder. Puis c'est parce que ça fait que Patricien est là. Le problème, en réalité, c'est que les personnes sont productives, mais ne sont pas compétitives. Et on ne peut pas demander à un employeur de donner un plein salaire à quelqu'un qui te donne un rendement qui n'est pas l'équivalent des autres travailleurs en entreprise. Mais ce qui devient de plus en plus inconcevable, c'est de conserver le statut d'assisté social à perpétuité, malgré le fait que tu produis des biens et des services. Mais en même temps, on ne peut pas demander à quelqu'un de travailler pour rien. Conscients de cette réalité, certains employeurs acceptent maintenant de payer leurs stagiaires à la mesure de leur productivité. D'un autre côté, on ne peut pas demander à l'État, dans le contexte actuel, de subventionner à 100 tous les emplois. Donc, on a développé une formule chez nous, c'est ce qu'on appelle la rémunération adaptée. C'est, d'une part, un employeur qui finance la personne qui a une déficience intellectuelle en fonction de son taux de productivité, donc en fonction de son rendement, puis l'État qui compense la différence à même une forme de subvention ou sur l'aide sociale, en conservant la personne sur l'aide sociale. Un exemple de ça, dans un supermarché, par exemple, où une entreprise paye ses salariés à 8 de l'heure, si on évalue que la personne qui a une déficience intellectuelle prend 2 fois plus de temps pour faire une même tâche, bien, on pourrait exiger de l'employeur qui paye 4 de l'heure, puis l'État compenserait la différence. Juste à côté des échalotes. Ah, à côté, OK, merci. On va comparer, là, on va vraiment compter ce qu'elle fait. Si, mettons, à la production, à l'emballage, elle fait 2 caisses dans 1 heure, puis n'importe qui d'autre fait 4 caisses ou 6 caisses. Donc, on évalue comme ça. C'est ce qui détermine, moi, le salaire que je veux y verser. Ici, j'ai commencé en stage. J'ai fait un stage de 2 mois. Après ça, j'ai été embauchée. Tu es embauché, donc tu reçois un salaire. Oui. Ce qui est beaucoup plus valorisant pour toi, là. C'est ça. Tu fais des ananas le matin, quand tu en avais vous? Il y a Jonathan, je pense, le matin, il les a fait et il a fait pas mal de richesse. Actuellement, je l'accuse de tout ce qui se passe ici, des vidanges qui traînent, de tout. Je lui dis qu'elle fait jamais rien, qu'elle ramasse pas, mais c'est complètement faux, là. C'est juste pour la chalet. C'est sûr, entre amis, on s'achète toujours un petit peu, c'est normal aussi. L'argent, c'est une chose, mais sans la complicité des employés, l'intégration serait très difficile. J'essaie de trouver un bras droit qui va cliquer avec mon stagiaire, qui va l'épauler. Puis ça aide beaucoup à l'intégration de mon stagiaire ou de ma stagiaire. À mes yeux, Jocelyn n'a aucune déficience. Il est traité comme tout le monde est traité ici, là. Moi, je me considère je suis pas vraiment son employeur, je suis un grand frère à mes yeux puis à ses yeux, là. On va laver les chars, on va laver les tapis, on met ça sur crochet, puis quand ça c'est fait, on va faire l'extérieur du char, laver à savon, en nénette, on va scier bien comme il faut. Quand ça c'est fini, on va faire l'intérieur du char, puis soit un one. Est-ce que tu aimes ça faire ça? Des fois, je fais pas comme il faut les chars, mais des fois, des basses, ça fait un peu tannant, mais il dit pareil. Je fais ça job comme il faut. C'est plus important. Ça fait pas combien de temps que tu travailles ici maintenant, Jocelyn? Environ 3 ans. Il a trouvé des méthodes de travail qui nous ont même apporté, nous, à changer notre méthode. Yes. On va laver ça à 1, là? Yes. Comme un œuf? Comme un œuf. Parfait. Mais la quête du bonheur va au-delà du travail. De plus en plus, on vise l'autonomie complète. Par exemple, ce qui aurait pu paraître audacieux il y a encore quelques années ne semble maintenant devenu qu'une simple routine pour le milieu. Une fille qui a été 10 ans en institution puis qui vit seule maintenant, c'est quand même bien. Quand j'ai demandé sa place en appartement, elle n'était pas nécessairement prête. Elle n'était pas prête. Pas prête, c'est clair. Bien, c'est de l'accompagnement. Je m'assure, voir si
Son tableau est correct, son tableau pour ses routines. Pour le lendemain matin, son lever, tu pensais à tes cheveux, des choses comme ça. Quand tu arrives en appartement, là, que tu sais pas rien faire, là. Puis là, si tu veux manger, là, faut que tu penses épicerie. Tu penses qu'est-ce que tu veux manger? Il faut que tu fasses ton épicerie, il faut que tu fasses ton repas. Hein? Alors, ça fait des apprentissages. Bonjour! C'est beaucoup des rappels que je vais faire. C'est maintenant de la supervision, de l'adaptation. Quand je dis l'adaptation, c'est-à-dire que des moyens qui vont faire qu'Hélène, elle va penser, elle va être capable de le faire par elle-même parce qu'elle l'a appris ou la routine est apprise, puis c'est juste, faut pas que tu l'oublies de le faire. Dans les tâches quotidiennes, elle les réalise elle-même maintenant. Alors maintenant, elle peut faire le ménage, je veux dire, ça va. L'entretien personnel, toute son hygiène personnelle, ça va. Son lunch, ça va. Son déjeuner le matin, ça va. Sa coloc, Diane, voulait demeurer en appartement. Fait que Hélène a été présentée à Diane. Ils ont appris à se connaître. C'est là que l'opérage s'est fait. La difficulté à l'appartement, c'est se faire à manger. Alors maintenant, il y a une cuisinière qui va faire le repas le mercredi soir. Thérèse, la cuisinière, vient une fois par semaine faire un repas pour Diane et Hélène et aussi pour Nathalie et Brigitte, qui sont les deux autres locataires qui demeurent dans le bloc appartement. Personne n'aurait parié sur les chances d'Hélène de vivre seule à l'extérieur d'une institution psychiatrique. Une situation qui serait impossible sans l'implication et la générosité de l'entourage immédiat. C'est eux qui décident. Ils voulaient avoir du jambon, ils m'ont sorti le jambon, je leur fais un jambon à soir. Est-ce que tu as vérifié dans le frigidaire voir ce qui manquait? Ah, c'est ça aussi qu'il faut faire. Hélène, son problème, c'est ses déplacements. Le fromage, OK. Avec le fromage, on n'a pas besoin. La crème glacée, bon, on va placer ça pour que tu te retrouves dans l'épicerie, hein? L'épicerie n'est pas proche, donc ça prend un éducateur pour les amener à l'épicerie. Mais elle fait sa liste d'épicerie. Rendue à l'épicerie, elle fait son épicerie. Avec un lait. Avec un lait, oui. Lorsqu'on est sur le terrain, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éducateurs autour de ces gens-là. Est-ce que c'est faux de prétendre que ça coûte moins cher aujourd'hui qu'autrefois? Ça coûte moins cher aujourd'hui qu'autrefois et de façon importante parce qu'autrefois, en institution, on évaluait les coûts par client autour de 60 000 $. Aujourd'hui, ça varie entre 15 000 et 30 000 par année. Tu vas compter 3 billets. Tous les achats, on fonctionne avec on appelle ça paiement prudent. C'est-à-dire qu'elle fonctionne avec des 10 $. Le fun, il en reste encore à part de ça. C'est des personnes vulnérables. À ce moment-là, on dit, bon, si Hélène peut être exploitée ou soit dans son argent ou autre, bien, on vient qu'on connaît les personnes qui exploitent, là. Merci, bye-bye. Merci, bonne journée. Aussi, on a plusieurs intervenants qui sont en alentour, donc on vient qu'on peut identifier, comme je disais tantôt, plus facilement c'est qui les personnes peuvent être exploitants. Moi, je suis en musique, des fois, il y en a bien qui passent à côté de nous autres, nous klaxonnent, puis ils nous traitent de mongol. J'ai accouché prématurément et puis Patricia a manqué d'oxygène parce qu'elle était jumelle. Elle est venue en second. C'est son frère qui est arrivé le premier. Et à partir de là, moi, dans ma tête, c'était officiel. J'ai dit, il y a un gros risque que Patricia va avoir une déficience intellectuelle. Là, vraiment, les préjugés, ça va toujours rester par rapport qu'il y en a bien qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'est la déficience. Des fois, elle dit aux gens, écoutez, je suis un être humain, je suis pas un chien, je suis pas... Ils sont toujours regardés comme s'ils étaient moins que rien. Je l'ai toujours éduquée en vue qu'elle n'avait pas de déficience. J'ai laissé aller la vie. Elle a participé aux Olympiques spéciaux, elle est allée en Autriche participer aux Olympiques spéciaux mondiaux. Elle venait avec des médailles.
Même si j'avais une déficience, mes parents m'ont élevé de la même façon que mon frère. Fait que durant ce temps-là, il y a un bon côté. À comparer d'autres personnes que ceux qui ont des déficiences, la majorité sont élevés en foyer d'accueil. J'en ai plusieurs qui sont que leurs parents ils les ont abandonnés. Oui. Une journée est arrivée en se disant qu'il était pour retrouver ses parents. Là, il y a eu une chute là, que j'ai remarquée, là, quand même assez prononcée, là, parce que là, il était plus là pendant tout, il était au travail. Là, tout ce qu'il pensait, c'était à ça. Là. Moi, je suis née en 1980. J'ai jamais revu ma mère depuis cette année. Depuis l'âge de 2 ans, c'est ça? Depuis l'âge de ma naissance. Ça, c'est quoi ce papier-là, dans ton certificat de naissance? Ça, c'est ça. Là, j'ai encyclé les années. Bon, nom. Bousquet. Prénom. OK. Lieu de naissance, Montréal. Je suis venue de mon première famille d'accueil. J'étais environ 1 mois, 1 an. Là, il était plus capable. Là, vous voyez, la deuxième famille d'accueil. J'essaye de comprendre. Hélène a eu un amour dans sa vie. Ils se parlaient pas beaucoup, mais ils étaient là, puis c'était toute beauté de les voir. Elle voulait se marier avec Sylvain, puis avoir un enfant avec Sylvain. Je pense qu'elle aurait pu être heureuse, oui. Je pense qu'ensemble, ils auraient pu faire faire un bon bout. Peut-être pas faire toute la vie, parce qu'on ne sait jamais. Mais il y avait un sentiment profond entre les deux. Sylvain était en famille d'accueil. La famille d'accueil a paniqué. Et ils ont défendu à Sylvain de voir Hélène. Le garçon était un peu moins handicapé qu'Hélène. Alors, ça aurait pu faire un beau complément. Hélène, elle a eu une vraie peine d'amour. Elle a pleuré 3 jours. Elle était couchée et elle disait « Maman, il m'aime plus. Mais moi, je l'aime. » Puis là, elle pleurait, pauvre fille. Elle a pleuré, pleuré, pleuré. Et maintenant, elle aime un curé. C'est de vous aimer les uns les autres. Depuis ce temps-là, une fois par 2-3 mois, on va à messe. Là où il dit la messe. Ah, parfait, ça. T'es content? Il a dit à Hélène que lui, il était marié avec le bon Dieu et que lui, il pouvait l'aimer, mais comme toutes ces autres paroissiennes, qui ne pouvaient pas l'aimer plus que ça, mais qu'elle pouvait être son amie, puis qu'elle pouvait venir le voir quand elle voulait. Les émotions, ça t'en fait beaucoup. Le monsieur, il dit que je parais comme un fiancé. Ben, je savais que pas ma fiancée, mais une amie. Hein? Bon, quand les parents m'ont demandé ça, ils ont dit « André, bon, ça serait important pour Hélène, ça l'aiderait à vivre. » Bon, j'ai accepté. Puis apporter de la joie puis de l'amour aux autres, on reçoit. À la mesure où on donne, on reçoit aussi. Donc ça, c'est... Quand je la vois sourire puis heureuse, moi, je me dis « Seigneur, j'ai fait une bonne action, j'ai aidé quelqu'un à vivre et à être heureux. » Le grand défi pour nos intervenants, c'est favoriser le développement du réseau social de chacune des personnes. Oui, travailler au développement de leur potentiel, mais le potentiel en soi est inutile si on est seul à vivre avec. Donc, ce qui est important, puis à la fois un grand défi, c'est de favoriser le développement du réseau social des personnes, de sorte qu'elles puissent être en relation avec d'autres personnes, dans la communauté, puis que ce soit des relations qui soient gratifiantes. Moi, l'intelligence, c'était bien important. Bien, la société, je veux dire, on fonctionne avec ça, l'intelligence, la performance, la compétition, tout ça. Je la voyais juste avec sa limite.
Puis quand je l'ai vue avec son potentiel d'être humain, elle avait juste une limite intellectuelle. Je veux dire, à part ça, elle était toute correcte. Ça l'a changé tout. Ça l'a changé ma façon d'être malheureuse. Tu sais, là, j'étais plus malheureuse. Puis ça l'a changé ma façon de la voir, ma façon de l'aider. Puis elle, à travers ça, bien, elle a tout senti cette belle énergie-là. Puis je veux dire, elle a éclaté.